Léon Blum était un orateur étonnant. C'est-à-dire que Frémaux, qui est mon ami et mon éditeur sonore, a édité les discours de Blum, et j'ai regardé des choses sur YouTube pour entendre la voix de Blum, pour m'imprégner un petit peu de ce qu'il disait, et surtout de la façon qu'il avait de le dire. Et Malraux assiste à un meeting de Léon Blum, et il écrit dans un tout petit texte qui s'appelle Carnet du Front populaire, 1935-1936, il dit de Léon Blum qu'il est, citation, Lamartine, c'est pas rien, Lamartine ou un des Girondins, moins l'éloquence. Il parle nettement, avec une qualité évidente, une autorité moyenne, on l'entend mal et il va falloir changer le micro, et en même temps un désir éperdu, évident de communion. Le désir de communion des timides qui ont décidé de se lancer une fois. La fermeté est dans le sens, non dans le ton, assez proche de celui du prêche. Un Girondin moins l'éloquence, c'est une vacherie, parce que la plupart du temps, les Girondins, on les a réduits à leur éloquence. Mais ça, c'est la lecture jacobine de l'histoire de la Révolution française. On ne connaît pas les Girondins, sauf par Lamartine qui écrit une histoire des Girondins, qui est une histoire qui les salope. Lamartine passe son temps à prendre le parti des montagnards et des Jacobins, et il fait une histoire des Girondins pour salir, d'une certaine manière, les Girondins. On ne sait toujours pas ce qu'est la pensée girondine, qui est provincial, décentralisé, qui est démocratique, mandat impératif, etc. Je reviendrai un jour là-dessus, bientôt, vous verrez. Et pour un programme présidentiel. Et ne riez pas, bientôt, vous verrez. Et pour un programme présidentiel. Et ne riez pas. Et Lamartine, donc Girondin ou l'un des Girondins moins l'éloquence, c'est dire qu'il y a une pensée, et la pensée girondine, mais qu'il n'y a pas la voix, qu'il n'y a pas le souffle, qu'il n'y a pas le corps qui va avec. Léon Blum est un rationnel, pas un démagogue. Et c'est aussi ce qui distingue la gauche pragmatique, girondine, de la gauche conceptuelle, souvent gauche des barbelés. C'est-à-dire effectivement qu'on est dans la démagogie. On promet une humanité régénérée, on promet un homme nouveau, et en même temps, peu importe le réel, c'est pas important. Blum est un rationnel qui dit mais le réel doit pouvoir être modifié. Il est très concret, et pendant les grèves, évidemment, il faut le savoir, d'ailleurs, le produit du Front populaire n'est pas tant de la décision ministérielle que des grèves qui permettent de faire avancer telle ou telle revendication sociale. Donc il y a un grand rôle à l'anarcho-syndicalisme, et c'est ça que j'aime toujours, avec autant de passion. Et on voit bien que l'arme de destruction massive du syndicat, ça va être de dire grève. Là, on arrête les trains, c'est plus possible, c'est terminé. Là, pour le coup, on prend les usagers en otage, selon l'expression consacrée, c'est-à-dire on dit, maintenant, on va faire pression sur le gouvernement, c'est-à-dire qu'on va emmerder les gens du quotidien, les gens qui vont travailler, ou éventuellement les gens qui travaillent toute l'année et qui partent en vacances ou qui partent en week-end, ou qui vont retrouver leurs enfants ou leurs familles parce qu'ils sont déplacés et qu'ils travaillent toute la semaine quelque part et ils rentrent chez eux le week-end. Ce sont ces gens-là qui vont payer, simplement parce qu'on estimera qu'il ne faut pas changer les choses. Alors, sur ce sujet, spécifiquement, concernant le dossier SNCF, il me semble qu'il faut saluer la méthode, saluer le constat, saluer le projet et saluer la feuille de route qui me paraît assez claire. Ça ne va pas, il faut que ça change, il faut que ça change rapidement. Si ça change rapidement, c'est parce que finalement on aura accepté le principe du dialogue, de l'échange, et ce sera très bien. Si ça n'est pas le cas, ça ne va pas s'embourber, il n'est pas question qu'on mette 2 ans là-dessus, ça va aller rapidement, on utilisera les ordonnances. C'est très loin de la méthode Hollande, qui fait pourrir tout avec le mariage homosexuel. C'est très loin de la méthode Chirac, du genre je montre mes biscottos et puis finalement quand dans la rue on montre aussi ses biscottos, on dit stop, on arrête, il y a la loi mais on ne va pas voter le décret, finalement voilà, c'est à l'insu de son plein gré, ça a lieu sans avoir lieu tout en ayant lieu. Je trouve que la méthode est simple, elle est annoncée, elle est clairement annoncée, c'est plutôt pas mal, et j'estime que sur ce sujet, eh bien, c'est une bonne chose. Quand c'est une bonne chose, il faut le dire.
revendications ouvrières qui ont remonté jusqu'au gouvernement, qui a souscrit aux demandes, et une grande partie du programme a été écrit par les grèves ou par les grévistes. Et c'est ça qui est, à mon avis, très intéressant et qui est gênant dans la perspective marxiste-léniniste, qui, elle, est une perspective de parti. C'est l'avant-garde éclairée qui doit dire au peuple ce qu'il doit faire. Et là, dans le Front populaire, c'est le peuple qui dit à ses gouvernants ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Et Léon Blum le fait. Il a l'intelligence pragmatique, girondine en ce sens, de s'inspirer de la base pour faire ce que la base lui demande, ce que la base de gauche lui demande. Michel Onfray, bonjour. Bonjour. Bonjour, alors on se prend pour Léon Blum maintenant ? Non, pas du tout. Enfin, je dis très précisément, enfin, vous verrez tout ça, mais que, bien sûr, il y a un clin d'œil. Il y a un clin d'œil au Front populaire qui est une avancée sociale, qui est l'occasion d'une avancée sociale extraordinaire, sans tribunal révolutionnaire, sans guillotine, sans violence, sans que le sang ne coule. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, c'est évidemment un personnage qui redevient central pour des raisons, je dirais, actuelles, parce que les Français sont confrontés depuis quelques décennies, de manière évidemment non régulière, mais pendant au moins un certain nombre d'années, à la gestion par des politiques qui se réclament ouvertement de l'héritage de Léon Blum. Ça a été le cas bien sûr avec François Mitterrand, avec tous ses successeurs, et c'est le cas puisqu'il s'agit de deux membres du Parti socialiste qui ont occupé la présidence de la République. Ça a donc été le cas dans les années 1980-1990, et c'est à nouveau le cas depuis 2012. Et il est clair que le personnage Blum, ou l'aura du personnage Blum, est largement en fonction de cette ignorance de l'histoire. Parce que finalement, il y a une sorte de concordance chronologique qui s'établit. 1936, même ceux qui n'ont plus droit à la culture historique savent, pour les plus vieux c'est évident, mais même pour les plus jeunes, savent que 1936 c'est le Front populaire, que le Front populaire a été synonyme de conquête sociale, même si on ne connaît pas bien le détail des conquêtes sociales. Et donc, comme il y a concomitance entre ces conquêtes sociales et ce qu'on a appelé le premier gouvernement de Front populaire, c'est-à-dire celui qui est dirigé par Léon Blum, il est très commode de se dire que c'est Léon Blum qui a apporté tous ces bienfaits à la classe ouvrière et au peuple français. Et le personnage devient d'autant plus séduisant que le Parti socialiste a ouvertement violé les engagements qu'il avait pris ou que le peuple français croyait pris, puisque on a là une politique qui n'a même pas attendu le délai fixé par la politique Mitterrand, je dirais, qui s'est inscrite dans l'assainissement ou l'austérité financière habituelle dès son origine, dès le début. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu de délai de petites transitions telles qu'à l'époque Mitterrand, les premières revendications, voilà, 81, et puis officiellement, si je puis dire, la pause ou le coup de bâton qui arrive début 83. Là, c'est immédiat. Et comme c'est immédiat, ça provoque très vite des réactions d'opposition mesurées, on le sait, à la fois par les sondages et par un certain nombre de sessions de scrutin. La population est très mécontente, les électeurs de gauche sont particulièrement mécontents, et évidemment il est indispensable à ce moment-là de dire que c'est un événement malencontreux, que finalement le président en poste n'est pas fidèle au passé du Parti socialiste. Et ça rend nécessaire une sacralisation de Léon Blum qui a bien eu lieu, qui s'est renforcée ces derniers mois, qui, je crois que c'est au printemps 2016, a donné lieu à toute une série d'articles, je pense même à des dessins, je pense en particulier à une caricature du Canard enchaîné qui montrait, qui opposait un Léon Blum Front populaire à un Hollande en quelque sorte traître au Front populaire, et qui nous dit, qui nous amène à conclure que le Parti socialiste d'aujourd'hui a trahi l'héritage de la SFIF. Voilà. Et tout ça fait l'objet, c'est clair, d'une véritable campagne organisée qui
qui prend des aspects, j'allais dire, d'actualité, les articles de journaux, les caricatures, etc., et même des aspects culturels. Je pense en particulier à un documentaire, enfin ça se présente comme un documentaire, si on veut qu'il y ait une adéquation entre la réalité et le documentaire, il ne répond pas à la définition, mais bon, ça se qualifie de documentaire. Ça s'appelle Léon Blum, haï ou adoré, et ça a été diffusé, et même à 2 reprises, par le service public en juin et juillet 2016, et d'ailleurs j'incite vivement tous les auditeurs à aller regarder, rechercher sur Internet de quoi suivre cette espèce d'extraordinaire dithyrambe dressé à Léon Blum, dont on apprend qu'il est haï de la droite, mais haï de manière viscérale, jusque vraiment avec une droite disposée à le tuer, qui ne pense qu'à son élimination et qui lui est farouchement opposée. Et puis, en revanche, la France populaire, la France ouvrière, qui adore Léon Blum, parce que Léon Blum, finalement, lui a tout donné. C'est Léon Blum qui, en juin 1936, avec les accords Matignon, lui a consenti. On le remarquera d'ailleurs, le pseudo-documentaire n'en parle pas. C'est significatif. Une augmentation des salaires, car dans le documentaire, il n'est pas question de la hausse des salaires de 12 à 15%, mais il est question d'à peu près tout le reste, c'est-à-dire les congés payés, les conventions collectives, les réformes profondes, 170 réformes en 3 semaines, nous explique-t-on, et puis tout ça s'effondre, on s'en rend très vite compte d'ailleurs dans les semaines qui viennent, mais il y a des puissances tutélaires, intérieures et extérieures, qui font que ce bon Blum est victime de la fatalité et par conséquent doit renoncer aux profondes réformes auxquelles il tient plus qu'à tout. Et en particulier d'ailleurs, on nous explique que si les ouvriers ont reçu tant de bienfaits, c'est parce que cet homme de la bourgeoisie, ce dandy, nous explique-t-on, ce dandy bourgeois, a été frappé par la grâce de la reconnaissance des vertus du peuple, et nous a-t-on expliqué, parce que il s'agit d'un documentaire qui prend Blum, je ne dirais pas à la naissance, mais quasi à la jeunesse, et qui semble nous établir une chronologie de Blum. C'est parce que Blum, dans les années 1920, lorsqu'il s'occupe de rétablir l'unité du Parti socialiste de la SFIO qui a été brisée au congrès de Tours par les affreux démagogues communistes qui sont attachés à la dictature moscoutaire, s'en va en pèlerin à travers la France, découvre, dans les années 1920, il a déjà dépassé la cinquantaine, découvre des ouvriers malheureux, courbant sous la tâche, privés de toutes les libertés, même celle de lire un journal de gauche. Il faut comprendre évidemment qu'ils ne peuvent pas lire le Populaire, c'est-à-dire le journal de la SFIO. Et puis, voilà, touché par la grâce, cet homme qui n'a jamais vu un ouvrier de sa vie décide en quelque sorte de vouer toute sa vie au bien-être ouvrier, sachant, nous expliquons, ce qui est évidemment très sympathique, que Blum, finalement, mérite de réaliser l'unité du Parti socialiste parce que son vrai héros, c'est Jean Jaurès, c'est-à-dire le héros de l'unité prolétarienne. Et on a plusieurs intellectuels, dont, je dirais, des spécialistes de sciences sociales qui se sont mis à 4 pour nous dresser ce portrait doré de Léon Blum, c'est-à-dire Badinter, ancien ministre de la Justice et grand avocat, d'affaires entre autres d'ailleurs, comme Blum, et pas seulement avocat de la femme et de l'orphelin, mari au surplus d'une des héritières les plus riches de France, c'est-à-dire Madame Elisabeth Badinter, qui n'est pas seulement héroïne du féminisme, mais héritière du plus gros empire de publicité français, puisque c'est l'héritière de Blostein-Blanchet. Et puis nous avons trois académiques au sens propre du terme, c'est-à-dire un sociologue, Pierre Birnbaum, qui a fait d'ailleurs une biographie de Blum. Nous avons l'auteur d'une biographie particulièrement hagiographique de Blum qui s'appelle Ilan Greisheimer. La biographie remonte à 1996, et nous avons Bernstein,
qui est un spécialiste, qui a fait sa thèse sur le Parti radical et qui est un admirateur de Blum à peu près aussi éperdu que les autres. Alors, quand on connaît un petit peu la production écrite, on voit que le pseudo-documentaire a été fondé essentiellement sur la biographie de Gralsheimer, que je vais caractériser de la manière suivante, qui m'a, je dirais, aidé à établir la problématique de la première partie de l'article de Léon Blum, et même d'ailleurs en partie la deuxième, mais surtout la première, c'est-à-dire une hagiographie absolument modèle, de laquelle il ressort que Blum est un être moral, un être finalement d'origine bourgeoise, mais qui découvre et aime la classe ouvrière parce que c'est un être moral qui aime donc l'égalité, enfin les inégalités. Quand je lis le nom de votre revue collective Front Populaire, la première réflexion que j'ai eue, j'en parlais avec Damien Fleureau juste avant que le journal ne démarre, c'est Michel Onfray se lance en politique. C'est ça ou pas? Ah oui, non. C'est-à-dire oui, dans la mesure où la politique, j'en fais depuis toujours. C'est-à-dire que quand j'ai fait l'université populaire pendant si longtemps, je faisais de la politique, bien sûr. L'idée de rendre la philosophie populaire, c'est-à-dire de faire pendant des années des cours gratuitement et bénévolement pour les gens qui voulaient venir, sans qu'on leur demande de conditions particulières, d'argent, d'inscription, de diplôme, c'était déjà de faire de la politique. On m'a souvent dit, présentez-vous ici là ou ailleurs, et on dit, bah oui, ça c'est une espèce de, cette revue est un sous-marin pour la présidence de la République à laquelle il se présentera. Et je ne me présenterai pas à cette élection, ça ne m'intéresse pas, on me la présenterait sur un plateau que je n'en voudrais pas. Je veux simplement contribuer au débat d'idées qui permettrait une plateforme politique véritablement populaire, peut-être ce que les Gilets jaunes ont souhaité faire, mais n'ont pas eu le temps de faire, parce que 5 semaines plus tard, ils se faisaient récupérer leur énergie par la politique politicienne de Marine Le Pen, ou de Jean-Luc Mélenchon, ou de Sud, de la CGT, etc. Et on ne veut pas voir ces gens-là. On a simplement envie de fabriquer une plateforme en disant, dites-nous, c'est le principe de l'autogestion, vous qui êtes paysans, agriculteurs, marins, pêcheurs, instituteurs, infirmiers, ou je ne sais quoi, ou qui vous occupez des poubelles, dites-nous ce qui est faisable, pensable, et qu'on puisse en faire un vrai projet politique. On a le projet d'une plateforme, en plus de cette revue, qui nous permettrait justement de proposer des idées, parce qu'il n'y a pas plus intelligent que quelqu'un qui travaille dans son métier et dans son domaine. Si vous ajoutez un intellectuel ou un philosophe pour parler du vin, il en parlera de toute façon beaucoup plus mal qu'un œnologue ou que quelqu'un qui fabrique ce pain et qui se mettrait lui-même à philosopher. Donc c'est le principe de l'autogestion que nous souhaitons promouvoir avec cette revue, pour faire de telle sorte que, avec une logique d'état généraux, si vous voulez, on puisse faire remonter les désirs du peuple pour faire un programme qui, pour le coup, pourra servir à quelqu'un, mais ça, c'est pas notre propos de rouler pour tel ou tel. Alors, tout d'abord, merci. Un très grand merci, parce que vous avez été plus de 4000 déjà à nous rejoindre et à nous envoyer vos souscriptions. Et évidemment, ça nous a fait extrêmement chaud au cœur et nous voulions, avec Michel, avec toute l'équipe, vous remercier de votre confiance. Voilà, vous nous donnez de l'énergie et c'est bon de recevoir un tel signal de votre part. Par ailleurs, à travers ce bulletin, je voulais vous faire part de nos réactions à vos premières suggestions. Il y a 2 grandes familles de questions et de commentaires qui nous ont été adressés. Les premiers commentaires concernent les contributions. Vous voulez, et c'est une bonne nouvelle, nous apporter vos idées, vos suggestions, vos contributions, vos articles. En fait, vous avez envie, vous aussi, de partager et de publier avec nous. Alors, sachez que la revue Front Populaire, qui est trimestrielle, va pouvoir accueillir un certain nombre de contributions de votre part et on en est extrêmement flatté. Mais nous avons pensé avec Michel que ce serait encore mieux, encore plus puissant, encore plus fort, si nous vous permettions sur l'espace qui est frontpopulaire.fr, c'est-à-dire sur la plateforme numérique, si nous vous offrions la possibilité de vous exprimer et de publier de façon régulière vos meilleures contributions, évidemment, vos suggestions, vos idées. Nous prenons ici l'engagement de travailler à cette question et à l'élaboration de cette plateforme. Cette plateforme, elle ne va pas être prête demain, évidemment, mais elle sera prête certainement avant même l'acte de parution, le jour de parution de la revue qui est programmée pour l'instant pour la 2e quinzaine du mois de juin. Si tout va bien, si le confinement nous le permet également. Donc, cette plateforme numérique, frontpopulaire.fr, elle vous accueillera. Et nous voulons en faire une sorte de parlement perpétuel, c'est-à-dire que ce soit l'endroit où vous puissiez co-construire avec nous, bâtir un avenir meilleur, participer à l'élaboration de ce que seront nos jours d'après. Voilà, nous en avons pris l'engagement, ce sera tenu. La deuxième famille de commentaires et de réactions qui nous sont parvenus, cela concerne le prix. Alors, je voudrais ici faire une petite mise au point, parce que, évidemment, vous êtes nombreux à nous dire c'est un peu cher, oui, ça représente quand même un budget, pensez aux plus modestes. Évidemment, vous avez raison de nous le signaler, mais ça ne nous était pas du tout sorti de l'esprit. Je voudrais simplement faire ici une petite clarification. Notre revue va être vendue 14,90 € en kiosque ou en librairie. 14,90 €, c'est le prix d'un livre. Et justement,
Front Populaire la revue, c'est un livre. Ce n'est pas du tout un magazine ou un journal destiné à être consommé et jeté, c'est un bel objet que l'on a choisi de brocher, relier, fait sur un beau tirage, de manière à ce que vous puissiez le conserver et que vous puissiez surtout vous y référer et l'ouvrir le plus souvent possible. C'est ça qui nous importe, c'est que vous puissiez avoir la possibilité de conserver Front Populaire la revue. C'est ainsi que nous l'avons pensé. Cependant, nous avons mis au point une formule d'abonnement qui, pour 25 €, va vous permettre d'avoir les 4 revues trimestrielles, de quoi donc lire pour 1 an pour 25 €, ce qui est une offre qui est quand même beaucoup plus attractive. Néanmoins, avec Michel, nous avons été sensibles à vos commentaires et je peux vous annoncer ici que dès ce lundi, nous allons lancer une offre solidaire. De quoi il s'agit? Nous allons demander à chacun, devant la formule de son choix, de choisir de donner un petit peu plus, 1 € de plus, 2 € de plus, 3 € de plus, 5 €, 10 €, suivant ses moyens, suivant les moyens de chacun. Et le différentiel par rapport au prix que nous demandions, eh bien, nous nous engageons à le mettre pour les plus démunis d'entre nous. C'est-à-dire que, grâce à la générosité de tous, nous allons faire nous aussi notre part et proposer régulièrement des offres spéciales pour les plus démunis, c'est-à-dire chômeurs, étudiants, RSA, petits revenus. Vous pourrez vous abonner à Front Populaire, la revue et à l'espace numérique pour des prix les plus faibles possibles. J'espère, Stéphane Simon, vous inventez un télécrochet branché, j'allais dire. Branché parce que complètement différent. Branché parce que vous avez l'habitude de travailler sur des chaînes branchées. Paris Première, notamment, vous travaillez. Faites Paris Dernière, c'est vous, entre autres. Canal Plus avec Salut les Terriens. Stéphane Simon, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange Le Figaro. Je rappelle producteur et proche collaborateur notamment et associé aussi avec Thierry Ardisson, dont vous êtes l'un des fidèles. Vous êtes surtout le fondateur et patron de Télé Paris, la société de production. Alors je rappelle quelques programmes phares que vous produisez. Salut les Terriens, bien sûr, sur Canal+, La Boîte à musique ou l'objet du scandale sur France 2. Également Paris Dernière sur Paris Première. Ouais. Paris Dernière sur Paris Première. Et les sous-tables sur Direct 8. Et je vous propose de découvrir le chiffre du jour. Alors c'est un anniversaire, un bon anniversaire. Donc c'est les 10 ans de Télé Paris qui sont célébrés cette année. C'est que pour la première fois, je trouve que la rentrée de France Télévisions est anticipée et qu'elle se prépare dès à présent. Donc tout n'a pas été gelé, contrairement à ce qu'on peut lire Non. Moi, je le vois, par exemple, avec Guillaume Durand, on va commencer dès ce mois de juin à travailler sur notre émission de rentrée. Et on va arriver, on a fait pendant 2 ans l'objet du scandale. Là, on va faire quelque chose d'un peu différent, dans lequel on va retrouver des ingrédients de l'objet du scandale, mais développé, intensifié, avec une vraie mécanique, un nouveau décor. Et le nom de code, pour l'instant, c'est les stars les stars de l'actualité face aux Français. On voit bien ce que va être le concept. Après, à nous de travailler justement et de profiter du temps que l'on a pour ça. Alors, est-ce que d'autres programmes sont justement reconduits pour cette rentrée? Est-ce que vous avez signé également de nouveaux projets? Oui, alors 100% de reconduction, comme je vous le disais, sur les programmes, ça c'est bien. Le producteur de Thierry Ardisson, qui est un certain Stéphane Simon, est associé principal de la nouvelle chaîne de télé, la France Libre TV, fondée par André Berkoff et l'avocat Gilles William Goldnadel, également présent sur le plateau des Terriens du dimanche. On ne diffuse pas la séquence, je vais juste vous donner une phrase. D'accord, c'est Zemmour qui parle dans la phrase qui a été coupée. Mademoiselle, c'est votre prénom qui est une insulte à la France. Donc ça, moi, je suis extrêmement choquée. Je trouve, monsieur, je vous le dis respectueusement, que votre attitude, elle est indigne. Et celle de Thierry Ardisson aussi. Vous jetez en pâture votre chroniqueuse. Vous ne soutenez pas vos équipes. Cyril Hanouna, lui, qui est derrière nous, il n'aurait jamais fait ça. Vous la laissez toute seule. Elle est meurtrie. Absatoussi, elle est meurtrie. C'est une femme brisée aujourd'hui. Et vous la laissez en pleine nature. Franchement, vous la cassez. Nous avons toujours été de son côté. Là, vous ne l'êtes pas. Vous faites semblant de dire elle répond pas. On ne peut pas excuser non plus tout. Enfin, franchement. Excusez-moi, mais en l'occurrence, Absatou, on est de son côté. La meilleure preuve, c'est qu'on coupe cette séquence qui nous... Mais elle voulait qu'on la diffuse, la séquence. Vous saviez qu'elle allait la diffuser. C'est du n'importe quoi, c'est pas vrai. Allez, arrête. C'était vous la laissez en pleine nature, monsieur. Mais non, on la laisse pas du tout en pleine nature. Je lui ai envoyé, tiens, tu veux savoir vous cédez à la haine, c'est trop facile. 3 messages aujourd'hui en lui demandant tu viens bien jeudi. Mais pour que vous la fracassiez en donnant le montant de ses impôts, elle va pas vous répondre. Est-ce que Absatou peut comprendre qu'à la fois on peut être d'accord avec elle et ne pas lui laisser faire n'importe quoi? Mais condamner. Alors, je m'appelle Absatou, moi. Eh ben, votre mère a eu tort. Ah bon? Ma mère a eu tort. Elle a eu tort? Vous voudriez qu'elle m'appelle Marie ou des prénoms qui ne lui inspirent absolument rien? Absolument. C'est exactement ce que je veux. C'est exactement ce que je veux. Vous voudriez donc que je m'appelle comment? Corinne. Ça vous irait très bien. Vous trouvez que Corinne, ce serait pas mal? Ça serait parfait. Ce type est incroyable. Honnêtement, moi, mes parents m'ont prénommé William. Est-ce que, sincèrement,
Tu les as engueulés parce qu'ils m'ont appelé William. C'est limite, William. Et Natacha, ils ont le droit? Non, Nathalie, c'est mieux. Vous allez entendre ce que j'ai à vous dire. Oui, moi aussi, vous avez entendu. Jamais je n'ai entendu quelque chose d'aussi blessant. Parce que pour moi, qui aime ma France et qui aime ce pays, que ça vous plaise ou que ça vous déplaise, je trouve que ce que vous venez de dire n'est pas une insulte à mon égard, c'est une insulte à la France. Mademoiselle. C'est votre prénom qui est une insulte à la France. Mon prénom Parce que est une insulte à la France n'est pas une terre vierge. Mon prénom est une insulte. Vous me laissez à la parler. France. La France n'est pas une terre vierge. La France n'est pas une terre vierge, c'est une terre avec une histoire. Ouais. Avec une histoire, avec un passé. Et les prénoms incarnent l'histoire de la France. D'accord. Donc, votre prénom n'est pas dans l'histoire de la France, que ça vous plaise ou non. Mais je suis dans l'histoire de la France. Non, pas du tout. Vous êtes dans le présent de la France. Vous n'êtes pas dans l'histoire de la France. Maintenant que je vous ai laissé parler, je vous explique. Mais moi aussi, je vous ai laissé dans l'histoire de la France. C'est que dans votre philosophie à vous, peut-être que je ne le suis pas. Mais chaque matin, je me lève, je crée des emplois en France, je travaille en France, je suis une enfant de la République qui a été à l'école avec des professeurs qui aimaient la France probablement plus que vous. Alors que ça vous plaît probablement plus que vous. Parce qu'aimer la France, ce n'est pas tenir le discours que vous tenez. Ce n'est pas tenir les discours que vous tenez. En m'insultant comme vous le faites, mais d'insulter l'intégralité des enfants de la République qui si vous venez de m'insulter. Parce que mon prénom fait partie de mon identité. Oui, mais c'est pas partie de l'identité de la France. Il ne fait pas partie de l'identité de la France. Éric Zemmour, et Simon ne courra pas Alors ceux qui disent que je ne suis pas courageuse, je pense que je suis courageuse parce que je vais affronter Éric Zemmour et je vais aller jusqu'au bout. Parce qu'en fait, il faut que vous ayez conscience qu'en faisant ce que je suis en train de faire, je prends le risque de perdre mon boulot. Et comme tout le monde, j'ai besoin de bosser, j'ai besoin de payer mes charges. Mais je le fais. Je le fais parce qu'il est hors de question que M. Zemmour continue. Une télé qui était bienveillante. Peut-être j'étais naïve, mais je me suis retrouvée dans cette émission où j'ai eu des situations, parce qu'on m'a dit, mais pourquoi t'es pas partie avant? Tu savais très bien que cette émission était faite comme ça. Oui, je me suis opposée. Quand j'ai effectivement un animateur de télévision qui me dit les races supérieures doivent aider les races inférieures, c'est pas moi qui le dis, c'est Léon Blum. Mais tu ne sais pas qui est Léon Blum, tu ne lis pas le livre d'histoire. C'est un mépris social. C'est une attitude que je ne peux pas tolérer, pas accepter. Sauf que ce type d'animateur a été habitué à avoir peut-être des gens qui courbent la tête devant lui. Moi, si je me suis battue contre mes frères, contre ce que j'étais, contre ce que la société voulait pour moi, c'est pas pour courber la tête devant une personne comme lui. Donc, j'ai refusé une fois, j'ai refusé 2 fois, j'ai refusé 10 fois. Peut-être que ça l'a gêné à la fin, parce qu'on aimerait que je sois une femme docile, sage et qui dit et fait uniquement ce qu'on lui dit, ce que je ne suis pas et ce que j'ai été recrutée dans cette émission pour ma franchise. On m'a reproché cette même franchise. La vérité, c'est qu'effectivement, j'ai beaucoup pleuré ce jour-là. Mais j'ai été beaucoup pleurée parce que je participais à ce sombre spectacle, malgré moi. Et j'étais là, et j'étais victime de ça. Et je savais que, en fait, la scène avec Éric Zemmour, elle dure très longtemps. Elle dure 5 minutes où j'entends des choses absolument insupportables, où le public crie derrière, etc. Mais ça, à la limite, c'est le débat. On est là pour débattre. Mais je pense que le débat, il s'arrête là où l'insulte commence. Et je pense que j'ai largement été insultée ce jour-là. Et par Éric Zemmour et par Thierry Ardisson, qui n'a pas hésité à m'insulter ce jour-là. Bon, ça ne pas une rebelle, je ne suis pas une bagarreuse, contrairement à tout ce que parfois j'ai pu entendre. Je suis juste quelqu'un qui refuse certaines choses, qui le dit haut et fort, et qui n'hésite pas, effectivement, à se confronter à des situations extrêmement difficiles qui ont été les miennes depuis que j'ai quitté cette émission. Parce que la vérité, c'est que cette société a fait gagner Éric Zemmour et Thierry Ardisson. Je les mets ensemble dans le même sac parce que le combat d'Éric Zemmour est devenu celui de Thierry Ardisson. Et quand ils sont là, tous les deux ensemble, à se battre contre moi, parce que ça a été la vérité, alors je pense que la société, elle a perdu. Elle a perdu et elle a laissé faire ce qui est inacceptable, c'est-à-dire d'exclure un enfant de la République. Parce que, dernière chose et importante, on dit à nos jeunes, quand ils ne portent pas fier le drapeau, quand ils ne chantent pas la Marseillaise, on leur reproche de ne pas être attaché à cette nation, de ne pas la respecter, de ne pas l'être. Et quand on travaille ici, qu'on est né ici, qu'on est fier de le dire, moi je suis fière de dire que je suis française, comme je suis fière de dire que je suis d'origine sénégalaise et mauritanienne, africaine aussi, et ça fait partie de mon identité, alors on me ramène à quelque chose qui est très, finalement, allez, mets-toi là, fais pas de bruit, tais-toi. Non. On existera dans cette société parce qu'on est tous différents. Je déteste le mot diversité. Vous savez pourquoi? Ça voudrait dire qu'il y a la normalité et les gens différents. Nous sommes tous issus de la diversité. Nous sommes tous différents. Cellule familiale, par exemple.
Ça fait sauter la cellule familiale, ça fait sauter la vieille conception de la famille. Vieille conception de la monogamie qui suppose un homme, une femme, mariés, fidèles, monogames, habitant sous le même toit, faisant des enfants, et ce pour la vie. C'est un modèle qui ne marche pas. Tout le monde trompe tout le monde. Tout le monde couche avec tout le monde. Chacun trompe quiconque dès qu'il en a la possibilité et dès qu'on l'assure de l'impunité de son adultère. C'est vrai aussi pour le philosophe ? Pourquoi j'échapperais à ça? C'est vrai pour tout le monde. Ça marche comme ça depuis le début de l'humanité. Et ça marchera comme ça jusqu'à la fin de l'humanité. Nous sommes des êtres de désir, avec des envies, des pulsions. Et soit on s'interdit de vivre ces désirs-là, soit on les vit, mais en cachette, en se dissimulant toutes ces choses-là. Donc je dis, la famille, redéfinissons-la autrement. Moi, je suis hétérosexuel, je ne suis pas homosexuel du tout. Simplement, je pense que les homosexuels montrent comment on peut refaire une famille. Comment un couple d'homosexuels peut repenser différemment la famille. Pas besoin d'un homme et d'une femme. Ça peut être 2 hommes, ça peut être 2 femmes. Mais pas besoin d'être 2, ça peut être 3. Ça peut être 2 femmes qui sont lesbiennes et qui en même temps ont un compagnon qui aura donné la semence, qui permettra à un enfant et qui va générer une cellule nouvelle. Vous êtes en closer maintenant, Michel Onfray. Oui, on ne choisit pas forcément ce genre d'informations. Je souhaitais que ce soit discret, voilà. Il a réussi. Bah oui. Quand même, Simon, vous avez succombé à un acte bourgeois, normal, le mariage. Non, c'est pas. Je vis avec Dorothée depuis un quart de siècle. Marie-Claude était dans ma vie avant. Marie-Claude connaissait l'existence de Dorothée et vice-versa. C'est pas une double vie, comme dit Closer. C'était pas caché. C'est une bigamie. Oui, si vous voulez, ou poli même, si vous voulez. Poli. Bah oui. Soyons polis, si nous ne soyons pas bi, si nous ne sommes pas bi. Donc, oui, c'est pas. Après, c'est une modalité. C'était vrai cette histoire de déjeuner ou dîner que vous racontez avec Philippe de Villiers, avec Patrick Buisson, où ils disent mais alors pourquoi t'irais pas toi? C'est toi qu'il faut pour être candidat pour la France et pour la droite dure, la droite forte. Là, vous allez plus fort encore. Sur Zemmour président. Ouais. Ouais, il y a surtout un sondage dans le numéro de Valeurs Actuelles qui dit qu'il y a 12% des gens qui sont prêts à voter pour lui, ce qui est énorme. Dans votre politique fiction, Zemmour gagne donc la présidentielle. À combien il gagne d'ailleurs au 2e tour? Je ne le dis pas. Ah, c'est ça que je vous pose la question. Je dis pas. Il le gagne d'une courte tête parce que c'est chaud quand même la fin. C'est très chaud. Mais je voulais pas donner un pourcentage parce que c'était vraiment trop m'engager pour le coup. Michel Onfray, on arrive à le soutenir aussi. Bien sûr, parce que vous avez bien compris qu'il y a aujourd'hui une connivence intellectuelle entre la gauche de Michel Onfray et la droite d'Éric Zemmour. Ça c'est très bien vu d'ailleurs. Vous avez essayé de lui faire dire et il l'a pas dit, mais moi je le pense et donc je le mets en scène. Ouais. On n'est pas d'accord sur Jésus. Est-ce que je peux répondre sur Jésus? Parce que quand on dit Jésus, pacifique, etc. Jésus, il a tué personne. Il a tué personne, sauf qu'il nous met dehors les marchands du temple avec un fouet. Mais il ne tue pas. Mais il ne tue pas. Il ne tue jamais personne. Non. Voilà. Je voudrais finir là-dessus en disant que c'était le Jésus qu'Hitler aimait beaucoup. Il y a dans Mein Kampf je suis désolé, qui a lu Mein Kampf? On va recommencer. Vous avez le droit de... Ah bah là, il n'y a pas grand monde. Hein. Bah oui, mais moi je l'ai lu. Ah oui, mais moi je l'ai lu. C'est ça le problème. Quel courage! Ah non, mais je veux dire, tout le monde a un avis sur le Coran, n'a pas lu le Coran. Tout le monde a un avis sur le christianisme, n'a pas lu le christianisme. Et tout le monde n'a pas lu la Bible. Et tout le monde a un avis sur Mein Kampf sans l'avoir lu. Je connais bien Franz-Olivier Gisbert. Quand je l'ai appelé l'autre jour, il était sur le port de Marseille. Il était très heureux. Il venait d'acheter une grosse pieuvre vivante. Et dans ces cas-là, il les achète puis il les remet à la mer. Alors, moi, je l'ai lu et je dis effectivement, s'il vous plaît. Je dis effectivement qu'il y a dans Mein Kampf un éloge du Jésus qui chasse les marchands du temple. Maintenant, vous faites comme vous voulez, vous pouvez me huer, mais simplement c'est dans le texte. Non, je dis simplement que quand, fidèle à ma position, on peut prélever ce qu'on voudra dans le Coran et lui faire dire ce qu'il veut, on peut prélever, même pas dans la Bible, dans le Nouveau Testament, des moments où Jésus fait l'éloge de la violence et même des paroles de Jésus où il dit qu'il n'est pas venu pour la paix, mais pour faire la guerre. Mais il ne l'a fait pas. Sauf que quand on l'a fait au nom de Jésus, c'est au nom de ces textes-là qu'on le fait. Et s'il y a l'Inquisition, ça ne se fait pas contre Jésus. S'il y a les croisades, ça ne se fait pas contre Jésus. S'il y a des ethnocides en Amérique du Sud, ça ne se fait pas contre Jésus. Ça se fait au nom du Jésus qui chasse les marchands du temple. Bien sûr, mais alors... Et d'autres diront, mon Jésus à moi, c'est celui qui pardonne les péchés, c'est celui qui n'agresse pas. Théorie du prélèvement. On ne va pas débattre 3 heures sur Jésus, parce que là, vous faites de la sémantique. Mais je finis mon histoire de terroriste. Pour moi, ils ne sont pas terroristes. Simplement, ils appliquent strictement la charia. C'est-à-dire que les frères Kouachi ont appliqué une exécution par un tribunal islamique. Et Daesh, j'ai coutume de dire que l'Arabie Saoudite est un Daesh qui a réussi. C'est exactement la même chose. Et maintenant, pour l'islam républicain, pour moi, c'est un oxymore. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, à partir du moment où, qu'est-ce que c'est que la République? C'est le pouvoir du peuple, et c'est
la loi qui s'impose, la loi des hommes qui s'impose à la loi de Dieu. Tout ça est le contraire de l'islam, qui ne connaît que la loi de Dieu et qui ne connaît que la soumission à la loi de Dieu. Vous allez me dire immédiatement, le judaïsme aussi et le christianisme aussi, et je vous dirai, vous avez raison sous réserve, on ne va pas faire des discussions théologiques 3 heures, sauf que, et le christianisme et le judaïsme se sont vus imposer, pour le christianisme c'est par la République, pour le judaïsme c'est par Napoléon en 1807, des contraintes très strictes et se sont vus imposer des suppressions de références et ont dû se soumettre à la loi républicaine. Le problème, c'est qu'on n'a jamais on n'a pas eu de Bonaparte en France depuis, et que donc c'est ça qu'il faut faire avec l'islam. Je suis entièrement d'accord. Il en va de même avec le choc des civilisations. C'est un concept qui pose problème à un tas de gens qui pensent que quand on aura dit que les mots n'existaient pas, on aura fait disparaître les choses. Or, une civilisation, elle ne se construit que sur une religion. L'athée que je suis vous le dit, et quand je parle de judéo-christianisme, c'est pas en chrétien que je le dis, c'est en athée, mais en athée chrétien. C'est-à-dire fabriqué par une civilisation qui est la civilisation chrétienne. Il y a chez Samuel Huntington cette proposition qu'il y aurait des chocs de civilisation, mais ça vient d'un conservateur, d'un penseur de droite, donc évidemment la gauche nous dit ça ne peut pas être juste. C'est un type de droite qui pense, quand on est de gauche, on imagine que c'est un type qui ne pense pas, qui pense mal. Le problème, c'est de savoir si le réel donne raison à cette thèse, ou à cette hypothèse, ou si le réel donne tort. Lisez Samuel Huntington, c'est un livre qui a peut-être 20 ans maintenant, et vous verrez tout ce que Samuel Huntington dit de ce qu'il adviendra, par exemple en Ukraine, en Crimée. Tout ce qui est advenu a donné raison aux thèses et aux hypothèses de Samuel Huntington. Alors, vous vous êtes exprimé à plusieurs reprises sur la gestion de la crise sanitaire que la France traverse. Vous remettez en cause les décisions prises pour enrayer l'épidémie de coronavirus et vous dénoncez notamment ce confinement, pour vous, selon vous, insuffisamment respecté. Non, c'est pas exactement ça. Je dis que le confinement qui n'avait pas été pensé, puis qui a été pensé, qu'il a été d'une part sur le mode peut-être maintenant, puis après c'est pour tout le monde, etc. C'est plutôt ça le problème. Je dis qu'il y a effectivement des zones de non-droit en France et que ces zones de non-droit ne sont pas devenues des zones de droit. Je pense aux banlieues et effectivement il y a des endroits où les confinations ne sont pas respectées. Par ailleurs, on est extrêmement zélé à l'endroit d'un certain nombre de personnes. Mon frère me rapportait que dans le village où il habite, une dame qui avait rédigé son autorisation de sortie avec un crayon papier s'est fait verbaliser de 135 € parce qu'on avait estimé qu'elle pouvait effacer ce qu'elle avait écrit et falsifier son document. On se dit effectivement, si ce sont ces personnes-là qui sont dangereuses, alors que d'autres peuvent se permettre de transgresser la loi, c'est qu'effectivement le confinement n'est pas fait respecter. On ne fait pas respecter le confinement de la même manière partout dans le pays. Pendant les grèves, évidemment, les patrons demandent l'intervention de l'armée. Blum refuse. Blum est un admirateur de Jaurès, qu'il a rencontré et qu'il a connu. Et Jaurès est un pacifiste. Il faudra aussi revenir sur cette question du pacifisme, parce que, je vous le rappelle, nous sommes en guerre depuis des années. Depuis des années, la France, qu'elle soit socialiste ou qu'elle ne le soit pas, est en guerre. La France bombarde, tue des populations. On a beaucoup d'images pour montrer que Poutine est un méchant garçon. On a 0 image pour montrer ce que font nos rafales dans des villes où on tue aussi des enfants, aussi des femmes, aussi des victimes innocentes. Je n'utilise pas beaucoup le mot scandaleux, mais je pense qu'il faut l'utiliser pour parler des nombreux crimes antisémites qui se donnent aujourd'hui en France au nom de l'islam. Donc je trouve qu'il y a une tolérance qui est très grande aujourd'hui sur les crimes qui sont perpétrés sur des juifs ou sur des juives, simplement parce qu'ils sont juifs ou juives, et que ces crimes sont perpétrés par des gens qui crient Allah Akbar. La chose est quand même clairement revendiquée. On tue des juifs aujourd'hui en France parce qu'ils sont juifs. Et ça, c'est inadmissible et c'est absolument scandaleux. De sorte que quand il y a eu cette marche dans la rue et que le CRIF a pris à partie Mélenchon et Marine Le Pen, eh bien j'étais d'accord. J'étais d'accord dans ces 2 cas-là, parce qu'on ne peut pas jouer avec le feu et le jour où l'incendie se déclenche, dire qu'on n'y est pour rien. Et que c'est pas parce que la forêt est totalement embrasée qu'on devrait être soi-même responsable juste parce qu'on a craqué une allumette. Si, ça suffit. On peut mettre le feu à une forêt juste avec une allumette. Et il se fait que on ne peut pas pendant des années, je pense à Mélenchon, dire effectivement que les Israéliens sont des riches soutenus par le sionisme international du côté du capitalisme et que les Palestiniens sont toujours des gens exploités et qu'il faut être du côté des Palestiniens, donc boycotter Israël, et puis expliquer un petit peu comment les amis de Mélenchon, dans les années 30, les islamo-gauchistes,
déjà, étaient des gens qui avaient pris le parti d'Adolf Hitler, et que le grand moufti de Jérusalem, qui représente les musulmans de cette époque-là, choisit clairement le camp d'Adolf Hitler, qu'il est allé d'ailleurs prêcher comme imam dans la seule mosquée de Berlin à l'époque où Adolf Hitler est au pouvoir, et qu'il y a même eu des légions musulmanes qui ont combattu aux côtés des nazis, parce qu'effectivement l'ennemi commun c'était les juifs. Donc il faut le dire, s'il y a eu la création de l'État d'Israël, c'est aussi parce qu'il y a eu ça. Parce que les Palestiniens de l'époque, ou les musulmans de l'époque, ont choisi Adolf Hitler, et que quand la guerre s'est trouvée terminée, eh bien, ils avaient choisi le camp des vaincus, et que voilà, les partages des terres se sont faits, et que c'est ainsi. Il y a eu un partage des terres, c'est peut-être effectivement injuste pour des Palestiniens qui ont été mis à la porte de chez eux alors qu'ils n'avaient, eux, rien fait, mais leurs chefs, leurs théoriciens, leurs dialecticiens, leurs grands hommes avaient fait le mauvais choix pour eux. Et il est bon que le CRIF ait la mémoire longue, et on le comprend. Les Juifs sont des gens de mémoire, et ils ne durent que parce qu'ils sont des gens de mémoire. Notre époque est sans mémoire. On a des hommes politiques qui ont intérêt à ce qu'on n'ait pas de mémoire. Mais pour essayer d'expliquer aux imbéciles qu'en fait, rien ne sert de vouloir prouver à toute force, et dans la violence, et dans la haine, et dans une énergie négative. Je pense évidemment aux islamismes, ME, TE, je pense à la violence qu'on a eue dans les croisades avec les chrétiens, je pense à toutes les violences liées à Dieu, qu'on n'a pas besoin de la violence pour montrer que Dieu existe, on n'a pas besoin de cette violence. J'aurais à dire aux gens qui sont des islamistes, prenons votre texte et faisons une lecture ensemble. Que dit véritablement votre texte? Et pour le coup, contextualiser. Ça ne se fait plus. On ne fait plus d'histoire, on ne fait plus de contexte. Depuis le structuralisme, le texte tombe du ciel. On a l'air fin maintenant quand on estime qu'effectivement l'auteur n'existe pas, qu'il y a des scripteurs, que finalement c'est le lecteur qui fait la loi dans un texte. Mais non, dans un texte, c'est le texte qui fait la loi. Ça n'interdit pas le lecteur. Vous le savez très bien, père formidable. Et donc, on doit même juste dire, mais lisons, traduisons, pensons ensemble. Moi, je ne dirais pas à des intégristes, vous êtes des crétins, vous avez dit le mot imbécile, je ne dirais pas ça non plus. Je dirais juste, mais et si on lisait votre livre ensemble? Alors, j'essayais déjà, avec des gens qui me disent, oui, mais vous parlez l'arabe, je dis non. Et je dis, mais vous... Non, mais de toute façon, c'est toujours après les traductions. Mais oui, mais voilà. voilà. Les traductions, c'est des traductions sionistes, enfin, c'est des traductions absolument. faites par... On nie une vérité qui... Absolument, le dialogue est refusé parce que tout ce qui met l'existence de Dieu et son commandement en question est balayé. Alors je voulais vous demander moralement, même enfin peut-être philosophiquement tout simplement, être antisioniste c'est quoi? C'est moral, immoral, légal, illégal? Moi, je suis sioniste pour dire les choses clairement. Vous savez, si dans 50 ans, nous sommes devenus une république islamique, elle pourrait être souveraine, ça ne sera plus la France non plus. Si demain, nous avons une république islamique souveraine, est-ce qu'elle vous irait? Le reste des Français. Moi, je suis là pour essayer de rassembler. Vous n'avez pas répondu à ma question. Mais parce que je pense que votre question est une question provocatrice. Vous considérez vraiment qu'il va y avoir un État islamique en France? À 30 ans, oui. Mais c'est vous qui êtes d'extrême droite, alors. Donc la question de la souveraineté passe après la question de l'identité. Et vous détournez le combat du vrai enjeu majeur. Je pense que la démographie est plus importante que le droit. Mais qu'on ne met pas la charrue avant les bœufs. C'est que la première chose à faire, c'est de rassembler les Français, quels qu'ils soient, quelle que soit leur origine, pour reprendre en main les manettes. Et ensuite, sur ces sujets d'immigration, comme sur un certain nombre d'autres, eh bien de poser la question aux Français sur ce qu'ils veulent. En France aussi, on aimerait bien voter sur le sujet de l'immigration, mais nos élites de droite comme de gauche ont décidé qu'on n'aurait pas notre mot à dire. On doit être trop bête. Moi, ce qui me gêne énormément dans votre discours, Monsieur Zemmour, c'est que c'est un discours dont je ne vois pas la finalité, puisque à partir du moment où on n'a pas le pouvoir, la seule logique de votre discours, c'est d'arriver à la guerre civile. C'est toute la logique. Monsieur Donc voilà, la chose est enregistrée, elle va pouvoir être dite. Asselineau va pouvoir mettre en boucle le soutien de Michel Onfray, etc. Mais je réponds sincèrement à ce que vous m'avez dit. Ce qui m'intéresse, moi, dans cette aventure, c'est qu'il fasse si peu de voix, qu'il soit si peu connu ou reconnu, que tout le monde connaisse son nom, très peu de gens connaissent vraiment son programme, qu'il fasse des petits scores, et je pense que c'est la preuve de la justesse de ses thèses. Je pense, si c'est Asselineau, passez-le-moi, on va... Et que, comme il dit des choses majeures, tout est fait pour qu'on ne l'entende pas beaucoup. Par exemple, sur la question des Gilets jaunes et Maastricht, personne n'a mis en relation le fait que le refoulé maastrichtien produisait les Gilets jaunes aujourd'hui. On dit ils sont méchants, ils mettent le feu partout, ce sont des délinquants, des voyous, etc. etc. C'est pas complètement faux depuis que Mélenchon, la CGT, Sud, etc. ont estimé qu'il fallait se servir d'eux.
Et moi, je parle du départ des Gilets jaunes dans cette aventure, mais dès qu'il s'agit de parler de l'essentiel, la fin de la souveraineté nationale, la souveraineté supranationale, l'impossibilité pour la France de pouvoir faire une politique. Nous ne pouvons plus faire une politique aujourd'hui. Ça n'est plus possible, ça n'est plus pensable. Dès que vous dites, mais les Gilets jaunes ne sont jamais que le retour du refoulé maastrichtien, c'est un peu ce que dit Régis Debray, on s'entend bien tous les deux. Hein, dès que vous dites des choses comme celle-ci, vous êtes criminalisé. Donc après, il y a tout, quoi. Vous êtes complotiste, vous êtes climato-sceptique, vous êtes fasciste, vous êtes nazi, vous êtes compagnon de route de Jean-Marie Le Pen, voire, enfin, de sa fille aussi, de tout ça. Vous êtes un pédophile refoulé, vous avez des problèmes édipiens, vous voulez coucher avec votre mère. Enfin, moi, j'ai eu droit à tout. Donc, on a droit à tout ça. Mais de fait, c'est un discours extrêmement bien fait, celui d'Asselineau, qui était un discours de déconstruction extrêmement intéressant. Mais c'est justement le point aveugle de l'Empire maastrichtien. On ne peut pas entendre ce discours-là. Donc il faut évidemment le criminaliser, etc. Donc voilà, vous pourrez dire que j'ai fait mon coming out sur ce sujet et il a procédé d'un travail sur les sources. Je suis allé voir ce qu'il disait pour pouvoir analyser et penser ce qu'il disait. Il se fait que Asselineau et tous les Asseliniens se sont emparés de cette information pour dire que je suis avec eux, que je les soutiens, que je fais partie de leur bande. On fait savoir que je suis enrôlé. L'agence France Presse m'a téléphoné en me disant alors vous êtes passé chez Asselineau, vous allez voter pour lui, avez-vous déjà voté pour lui, etc. Et je trouve cette récupération indigne. Ce n'est pas parce que je dis qu'il y a des propos intéressants chez François Asselineau concernant la critique de l'Europe que pour autant je défends ce monsieur, que je défends la totalité de sa politique. Il a dit quand même un certain nombre de choses un peu problématiques qui relèvent du complotisme. C'est beaucoup plus qu'une ignorance encore. Je crois que c'est une volonté extrêmement forte d'amalgame, avec une capacité à mettre tout dans le même sac. Par exemple, c'est quand même un tour de passe-passe extraordinaire que de parvenir à citer une page de Mein Kampf en commençant par un catholique allemand du XXe siècle a écrit. Et une fois que le lecteur a lu les quelques lignes, on lui apprend que c'est dans Mein Kampf. Et donc ce qu'on retient, c'est Saint Paul, Adolf Hitler, même combat ou même Kampf. Hein. C'est l'amalgame dans sa version la plus radicale. Après, est-ce qu'il peut faire du mal aux gens? J'ai une anecdote qui illustre bien la dangerosité d'Onfray sur son public. À l'époque, c'est à nouveau le programme de la Greg, mais quand je tentais vainement de passer la Greg, il y avait les stoïciens. Et je vais acheter le volume dans la collection Tel des stoïciens, et il y avait une pauvre dame qui ramenait le volume en disant « J'ai acheté le volume parce que j'ai écouté les cours de Michel Onfray, et j'ai lu les stoïciens, et enfin j'ai commencé à ouvrir, et c'est pas du tout ce qu'il racontait. » Effectivement, la pauvre dame, elle s'est retrouvée face à Chrysippe, donc elle comprenait rien. C'est-à-dire que Zénon d'Élée, etc., elle était complètement paumée. Et ça illustrait la manière dont Onfray permet aux gens d'accéder à la philosophie, quoi. C'est-à-dire que après lui, ils vont pas lire les stoïciens, effectivement, quoi. Mais si vous voulez aller plus loin dans la rédaction, vous pourrez citer l'auteur préféré de Michel Onfray, c'est-à-dire Friedrich Nietzsche, qui a, concernant le courage, tenu les propos suivants dans sa préface de Ecce Homo. Je le cite: « L'erreur, c'est-à-dire la foi en l'idéal, ce n'est pas l'aveuglement. L'erreur, c'est la lâcheté. Toute conquête, chaque pas en avant dans le domaine de la connaissance a son origine dans le courage, dans la dureté à l'égard de soi-même, dans la netteté vis-à-vis de soi-même. Ainsi, on apprend que le courage est nécessaire à l'apprentissage et à la connaissance, et donc à la vérité. Vous vous rendez compte jusqu'où ça va? A contrario, la lâcheté est en rapport avec le mensonge, l'erreur et l'ignorance, mais également avec la mollesse et la confusion. C'est selon Nietzsche, c'est selon personne d'autre, c'est-à-dire selon son plus gros penseur. Comment se fait-il qu'il puisse décrire le président de l'UPR comme quelqu'un de très intelligent, quelqu'un de très rationnel, structuré, doté d'une mémoire importante, quelqu'un de cultivé, formé dans les meilleures écoles, puisse se transformer de but en blanc, en moins de 24 heures, en quelqu'un de sot, de détestable, qui est à la tête d'une secte, etc., etc. Comment est-ce possible? La question qui se pose maintenant est la suivante. Que s'est-il passé dans la nuit? Nous avons analysé cette volte-face spectaculaire qui va rentrer dans la légende politique française, légende politico-intellectuelle, et nous sommes arrivés à trois possibilités. Premièrement, le déséquilibre psychotique. C'est possible, et c'est l'explication la moins humiliante pour son auteur, ma foi, pourquoi pas. Deuxièmement, la prise de drogue qui va changer la perception du penseur lors de ses premières déclarations, lui donner du courage qu'il n'a pas, comme le fait par exemple la cocaïne. Troisièmement, enfin, la couardise, la lâcheté, la pleutrerie de l'auteur de ce retournement de veste qui a entre-temps reçu quelques coups de fil qui lui ont intimé l'ordre de revenir sur le droit chemin. Dans tous les cas, tout ceci n'a rien à voir avec la philosophie et ses exigences et démontre à quel point, encore une fois, les élites françaises sont lamentables. Monsieur Michel Onfray est allé tellement loin dans l'immonde qu'il a dépassé les bêtises de BHL en explosant son record.
Il mériterait d'ailleurs d'être entarté, comme ce dernier, par le terroriste de la tarte à la crème belge. Il serait d'ailleurs très intéressant que M. François Asselineau dépose plainte contre les accusations et diffamations de Michel Onfray, juste pour pouvoir l'écouter à la barre se défendre en se ridiculisant encore plus. Y'en a marre de vos compétitions, de vos notes, de vos mirages, de vos bons points, de vos guerres, de vos égos démesurés. Oui, les gens en ont marre d'être les carburants de leur propre esclavage. Ils commencent à comprendre qu'il suffit d'être pour exister et que le bonheur ne s'achète pas. Alors les artistes faiseurs d'opinion sont dans du bois, car cultiver le silence sur le terreau de l'intolérance en ignorant les souffrances ne font de vous que de misérables soldats en marche vers une collaboration, multipliant les souffrances. Vous serez excusés de la colère populaire quand jaunissant vos œuvres et en quittant ce média milliardaire. C'est politique, c'est journaliste.